Bonjour à tous et bienvenue sur les sessions digitales de l'IT pour cette année 2021 avec Snowflake sur le thème comment RATP Dev centralise les données de plus de 100 filiales à travers le monde pour gagner à la fois en performance et en agilité. Pour en discuter, on reçoit aujourd'hui Jean-Benoît Pimpano, CIO de RATP Dev. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Julien. Bienvenue. Et on reçoit également Yvan Smets qui est Régional Directeur France chez Snowflake. Bienvenue. Bonjour Julien. Jean-Benoît, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter RATP Dev très rapidement et puis les spécifications et l'évolution de votre métier également que vous avez connu ces dernières années? RATP Dev, c'est deux mots, c'est la RATP et c'est Dev, donc il ne faut pas nous confondre avec la RATP. La RATP, je pense que tout le monde connaît en France, c'est donc la société c'est l'établissement public qui gère les transports à Paris. Et ben, en 2002, suite à l'ouverture à la concurrence programmée dans le futur, et d'ailleurs qui va arriver dans les prochaines années, la RATP a obtenu le droit de créer une activité privée pour développer son expertise de transport à travers le monde et anticiper la mise en concurrence du réseau public de Paris. Et donc RATP Dev, c'est l'exploitation et la maintenance de réseaux de transport, donc du bus, du tramway, du métro, partout dans le monde, donc aussi bien en province, également en Île-de-France, là, et puis à l'étranger. Donc on est présent dans une douzaine de pays. Ça veut dire que les métiers, c'est l'exploitation. Donc l'exploitation, c'est organiser les transports, les bus, les trams, les conducteurs, le personnel de station, de nettoyage, de sécurité. Et la maintenance. Donc la maintenance, c'est comment faire la maintenance préventive, la maintenance curative des moyens de transport. Ce sont des grands ateliers où on organise l'entretien des véhicules que l'on exploite. Très bien. Donc les véhicules, et aussi bien, ou également les réseaux, les escalators, quand on a du métro, et tout ce qui tourne autour du réseau de transport. Et avec une problématique internationale qui induit de grands enjeux sur la data. Yvan, Snowflake, en quelques mots, est le produit que vous proposez? Alors, Snowflake, c'est une société américaine fondée par deux Français, Cocorico, qui est basée à San Francisco. C'est une société jeune qui a été fondée en 2012. Pour la petite histoire, c'est la plus grosse introduction en bourse qui ait jamais été réalisée dans l'univers de la technologie. Donc on l'a fait en novembre l'année dernière et on s'y attendait pas. Alors d'où vient ce succès? Ça vient de ce qu'on vend. Donc on vend un seul et unique produit. D'accord. On vend un data cloud. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est le concept marketing, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une data platform et du contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est un seul et même service. Alors c'est un service, c'est du SaaS. Rien à installer, rien à configurer. C'est vraiment un service à utiliser tel quel. Et c'est un service qui prend toutes les briques et toutes les fonctions qui vous permettent de traiter, de centraliser, traiter et mettre à disposition la donnée. Et ainsi que ce concept de data cloud, de la partager. De la partager en interne, de la partager avec la filiale, voire même de la monétiser ou de l'échanger avec des partenaires. Et ça, ce service, il tourne mondialement. Et il tourne sur tous les grands cloud providers, AWS, Google et puis Azure. Très bien. Voilà. Merci Yvan, on va revenir après sur les détails. Jean-Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte vous avez fait appel à Snowflake? Et ensuite, est-ce que vous avez contacté aussi d'autres industriels? Et pourquoi pourquoi avoir choisi Snowflake au final? En fait, c'était fin 2018, début 2019. On avait des ambitions de développer un data lake global. Comme j'expliquais, on exploite des réseaux de transport un peu partout dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on a des filiales qui ont leur autonomie sur leurs données, qui sont réparties un peu partout dans le monde. Ouais. Et on voulait créer des services centraux d'analytique, alors j'en détaillerai plus tard, ou des applications. Et on avait besoin donc d'un stockage central de ces données. Donc, ce qu'on appelait un data lake. Pour identifier finalement les briques technologiques dont on avait besoin, on s'est fait accompagner par une société spécialisée là-dedans. Alors, c'est Kerus, qui nous a accompagnés pour une mission de 3-4 mois et pour nous faire comprendre, voilà, par rapport à nos enjeux, quelles étaient les briques technologiques sur lesquelles on aurait intérêt à s'orienter. Et c'est là où on a analysé les solutions en full cloud, puisque c'était ce qui nous intéressait. On ne voulait pas gérer de technologie. Oui, je ne l'ai pas dit, on est quand même une petite DSI. Donc, tout ce essayons de nous concentrer sur là où on a le plus de valeur ajoutée. Et ce n'était pas gérer une énième base SQL ou Oracle centrale avec des problèmes d'accès réseau et autres qu'on voulait mettre en place. Et c'est là où on a regardé avec Kerus, ils nous ont proposé différentes approches d'architecture, soit des solutions complètement intégrées dans le cloud provider, comme certains peuvent fournir, ou
Snowflake qui commençait à avoir, alors c'était il y a 2 ans, donc elle était un peu plus petite, hein, Le début. voilà, et qui semblait quand même assez intéressante et surtout pas liée à un seul provider de cloud. Donc si on était fâché avec le cloud provider qu'on a retenu, on pouvait sans trop de difficulté aller ailleurs et on n'était pas prisonnier. Voilà. Et qu'est-ce qui faisait véritablement la différence? C'est ce fait de ne pas être bloqué avec le provider? En fait, non, ouais, alors, et aussi, donc ça, c'était un premier argument. Un deuxième, une spécificité qui nous a beaucoup plu chez Snowflake, c'est que c'est pas des coûts, le modèle financier n'est pas basé sur des coûts fixes importants, Ouais. mais très variables. C'est-à-dire que c'est la requête, c'est la alors il y a un peu de stockage, mais c'est pas le plus important, mais c'est vraiment la requête que l'on paye. Avec un système très intelligent. Alors pour ceux qui sont DSI, hein, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une machine virtuelle qui est lancée en quelques pouillèmes de secondes, allez, peut-être quelques secondes, lorsqu'on a une requête SQL par de ODBC ou d'une application, qui est créée, qui est montée, qui va attaquer ensuite l'espace de données et qui va rester up pendant 30-40 secondes, je sais comment on paramètre, avant de s'éteindre. Et donc, en fait, on paye la ressource, ça c'est vraiment le véritable intérêt du cloud, juste le temps où on accède à la donnée, on refait son retrieve, et puis ça s'arrête. Yvan, j'imagine que vous travaillez avec de nombreuses marques qu'on pourra citer. Qu'est-ce qui fait la particularité des RATP Dev et comment vous avez abordé cette problématique internationale qui est un vrai enjeu sur la data pour le coup? Alors, ce que je dis en interne, en fait, quand je parle de RATP Dev, c'est pour faire l'écho à une pub sur une voiture. C'est une petite DSI, mais elle a tout d'une grande. Ouais. C'est-à-dire que sur ce compte-là, on retrouve dans une petite équipe avec des fortes problématiques de people et de coûts, toutes les problématiques qu'on a d'une grande entreprise. C'est de l'international, donc ça veut dire différents pays, différentes time zones, des réglementations différentes. C'est des secteurs contraignants. On est dans de la délégation de services publics, il y a des engagements publics, il y a des gens derrière. C'est une société qui fait du service, donc ça veut dire des contrats, il faut les gagner, il faut se différencier. Et puis un point qui est vraiment très très spécifique et qui est complexe, hein, quand on regarde leur métier, c'est que quand ils gagnent un service, c'est une délégation pour un certain temps, donc il faut être agile et puis optimiser ses coûts. Et puis ensuite, c'est pas eux qui ont la main sur l'IT sur lequel ils vont tomber. C'est-à-dire qu'il y a des impondérables, des choses qui ne sont pas sous leur maîtrise, et il va falloir faire preuve d'agilité et de capacité d'adaptation pour se connecter et délivrer le service. Donc je dirais voilà, ça c'est beaucoup de facteurs, hein, tout d'une grande. Et le deuxième, c'est comment on fait de l'international. Snowflake, on s'appuie sur tous les cloud providers. Donc premièrement, on est une société mondiale, on couvre toutes les régions du globe. Donc on est implanté en fait dans les data centers des cloud providers, dans les différentes régions du monde, dans les différents pays, dans les différentes zones. Et en fait, c'est le client qui a la main complète sur dans quelle zone il veut être, sur quel cloud provider, et à l'intérieur du cloud provider, s'il veut être en Suisse, s'il veut être à Francfort, s'il veut être en Angleterre, c'est lui qui choisit. Très bien. Jean-Benoît, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce que vous avez déployé avec Snowflake, les cas d'utilisation? On reviendra dans la deuxième partie sur les bénéfices que ça vous a apporté, mais des exemples concrets que vous avez mis en place. Les cas d'usage initiaux qu'on a déployés, c'est d'abord autour du CRM et en fait de la connaissance du client. Donc deux sous-parties. Premièrement, CRM, c'était récupérer les données des différentes billettiques que l'on peut exploiter. Donc, comme on s'est expliqué juste avant, les billettiques, les outils de billettique ne sont pas nécessairement maîtrisés. Enfin, je veux dire, le choix d'un outil ou d'un autre nous est imposé par nos clients. Les clients, donc les autorités organisatrices, les municipalités, les gouvernements, nous imposent un certain nombre d'outils. Donc, on doit les gérer. Donc, on a récupéré ces données, les harmoniser pour essayer d'apporter de la valeur ajoutée aux clients, le redonner des informations, l'intégrer avec les sites web et pouvoir avoir une communication interactive avec nos clients. Donc très tourné CRM. Et un deuxième cas d'usage, c'est une société qui s'appelle Sitio, hein, c'est une petite start-up qu'on a incubée, qui a développé un outil qui permet de croiser les données donc, de billettique et les données d'exploitation. Donc billettique, ça permet de savoir quand les passagers valident leur ticket, à quelle station et à quel endroit ils sortent, quand on valide en sortie. Et puis les données d'exploitation, c'est où sont nos véhicules, à quel moment de la journée. En croisant ces deux types de données, on arrive à savoir est-ce que nos bus, nos tramways sont pleins. Ça permet de voir s'il y a eu un retard sur un tram, peut-être parce qu'il était plein et donc les temps aux stations pour faire descendre et monter les gens, ça fait un effet accordéon. Donc ça permet de rejoindre
rejouer l'exploitation avec les données des volumes de personnes utilisant ces moyens de transport. Donc voilà, ça c'était, et donc on a récupéré les données pour pouvoir les intégrer et fournir à cette application, donc c'est développé par Sitio en temps presque réel. Et le délai de déploiement, à partir du moment où vous avez choisi de travailler avec Snowflake? La difficulté, le temps, c'est pas Snowflake, hein, c'est les sources amont. C'est l'accompagnement, voilà. C'est J'allais la dire, data. comment vous avez accompagné aussi vos équipes? Parce qu'il y a cette crainte, après on posera la question côté Snowflake, qu'est-ce que vous faites et quel est votre discours pour rassurer aussi? Mais quand vous dites, le jour où vous avez dit à vos équipes, bon bah ça y est, on met la data dans le cloud et voilà ce qu'on va faire. Comment elles réagissent et comment vous les accompagnez? Alors le cloud, au début, ça fait un peu peur, il faut reconnaître, surtout Ou à votre COMEX surtout, voilà. finalement. Oui. De toute façon, on les a surtout rassurés, c'est de dire, finalement, peu importe l'endroit où on stocke les données, maintenant on sait de moins en moins où sont stockés nos mails, où tout transite. C'est plus la sécurisation de la donnée qui importe. Donc, et le respect des réglementations qui sont imposées par les pays ou avec lesquels on travaille. Donc nous, on a surtout géré ça d'un point de vue juridique et technique derrière pour adapter nos processus aux législations. Donc les données, elle est gardée le temps nécessaire du traitement. Donc en particulier, je parlais des données de billettique. Eh bien, il y a des processus de pseudonymisation. Donc on anonymise pour ne pas avoir le numéro du badge qui est utilisé, pour ne surtout pas le stocker. On peut l'avoir en entrée et on l'anonymise pour pouvoir ensuite construire nos données. Donc là, on a respecté ces problématiques. Quelle est la taille de vos équipes pour ce projet? Alors sur les équipes, au début, il n'y avait pas grand monde. Il y avait une personne. On avait recruté un data engineer et puis un chef de projet. Et sinon, on a travaillé avec des consultants externes. Donc c'est Kerus qui a continué à nous accompagner avec différents profils, des spécialistes. Alors, je ne vais pas parler, mais parce que derrière Snowflake, il y avait un gros chantier et qui nous a pris le plus de temps finalement, c'est le traitement de la donnée, l'extraction, la transformation et le rechargement dans Snowflake. Et c'est là où on s'est appuyé sur. Et ça, voilà, comment vous l'avez géré? Vous avez externalisé? Ouais, on a beaucoup externalisé en passant, parce que de toute façon, il fallait qu'on aille vite au début. Donc on est passé par des consultants qui sont venus, qui ont appréhendé nos difficultés. Nous, on travaillait plutôt en lien avec les directeurs de filiales pour leur expliquer ce qu'on allait faire, pourquoi, vendre le projet. Et eux, les techniciens, ont paramétré et développé ces scripts jusqu'au chargement dans les cubes Snowflake. Donc, finalement, pour récapituler, pour mettre toute cette masse de données que vous avez chez Snowflake, c'est de l'externalisation pour vous appuyer, d'une part, et puis pour rassurer en interne. Là, pour le coup, c'est un fort cadre juridique, pays par pays. Et finalement, c'est le juridique qui rassure à la fois le COMEX et puis les équipes en dessous aussi. Le juridique, plus l'explication de texte technique pour rassurer, pour expliquer, pour répondre aux questions. Il y a des pays où ça se passe bien, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus pointilleux. Et avec une approche technique et juridique, on a pu répondre à toutes les questions. Et alors, quel frein vous avez perçu, à part peut-être cette crainte d'aller mettre la data dans le cloud? Puis après, on passera aux questions-réponses. Et je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat ou lever la main et on vous donnera la parole. En fait, le frein, il y a quand même, c'est sûr que c'est quand même un gros projet pour nous. On a quand même pris un certain nombre, 4-5 consultants pendant un an, un moment, donc c'est un coût important. Ce qu'on a essayé, ce qui était le frein, c'était de faire comprendre pourquoi est-ce que ce data lake. Finalement, pour aussi, là je parle de Sitio, pourquoi on ne fait pas juste une interface point à point entre l'application et Sitio? Oui, parce que finalement, vous pouviez aussi faire autrement. Exactement, sauf que derrière, on n'aurait pas capitalisé sur la donnée. Et on a préféré développer, donc c'est pour ça qu'il a fallu vendre, c'est que le premier développement d'interface coûte plus cher. Mais on fait plutôt par demi-interface finalement. Une interface entre le système source et Snowflake, et une autre entre le Snowflake et l'application ou le KPI ou l'outil de data visualisation. Mais ça permet de capitaliser, de stocker dans Snowflake pour des usages futurs. Pas seulement pour le besoin initial de l'application. Oui, vous travaillez aussi pour l'avenir et c'est votre manière aussi d'aborder les sujets. C'est de mettre tout en œuvre pour que finalement derrière le DSI ou le CDO ou le CDO d'ailleurs puisse se dire j'ai l'outil et puis après je vais faire ce que je veux dans les prochaines années. Alors, exactement. Et c'est un peu un lieu commun aujourd'hui de dire que la data, c'est le nouveau pétrole. Donc tout le monde s'en est rendu compte. La réalité opérationnelle, c'est que tout le monde stocke plus ou moins des données, mais c'est un peu des données poussiéreuses qu'on a un peu partout et qu'on ne s'est jamais posé la question de le faire. Puis le jour où on se dit on veut le faire, quand on voit tout ce qu'on a, généralement, il y a un projet qui arrive, c'est là qu'on intervient, et c'est à l'occasion d'un projet qui cristallise, se met en place une réflexion sur l'organisation, sur la nature des datas, et c'est souvent cette phase de dépoussiérage qui permet de cadrer, et ensuite qui permet d'accélérer. Peur aussi, ça peut être. On va te poser les questions au DSI et au CDO qui sont avec nous. Jean-Benoît, quels sont les bénéfices aujourd'hui quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, vous avez un peu de recul par rapport à ce que vous avez fait avec Snowflake, quels sont les bénéfices que vous constatez ?
Déjà, un premier bénéfice, c'est à l'occasion de cette crise du Covid et du confinement. Donc, il y a eu un impact direct sur l'utilisation des réseaux de transport. Tout le monde à la maison. Et donc, les données qu'on avait stockées dans notre data lake, dans le cadre du projet, je vous parlais de Sitio, en fait, on les a réutilisés pour faire tout de suite des dashboards et pour suivre l'évolution comparée par rapport à vos précédents, d'un réseau sur un autre. Ah oui, c'est-à-dire que du jour au lendemain, finalement, vous avez mis en place des dashboards, d'aller récupérer la donnée et de vous dire, OK, maintenant, on fait du contrôle. Exactement, puisque la donnée, on l'avait déjà. C'était ce qu'on disait, pourquoi faire ce stockage de cette information pour un usage futur. Et là, on a eu un usage... Donc, plus d'agilité, finalement, face à ce qui peut arriver. On a pu répondre aux questions du Covid, aux questions de notre comité exécutif sur cette diminution d'activité en quelques jours. D'accord. Voilà. Allez, on n'avait pas besoin de chercher la donnée, on l'avait déjà à disposition. En préparant l'interview, et je sais qu'on a quelques DSI ou CDO du monde du transport qui nous regardent, on parlait de la fraude aussi. Vous avez eu des vrais bénéfices sur ce point-là? Oui, alors ça c'est un deuxième usage qu'on est en train de développer, c'est effectivement de croiser toujours les données donc de validation, les données d'exploitation, et puis de rajouter, d'essayer de comparer avec d'autres sources de données qui sont basées sur des capteurs. Alors il y a pas mal de capteurs qu'on installe dans nos véhicules, qui donnent une notion de nombre de personnes qui montent et qui descendent. Alors c'est pas complètement fiable, on arrive à avoir des taux quand même 95, 98, 99% de fiabilité. Et donc, on compare ce que nous donnent ces capteurs de nombre d'entrées et de descentes versus les nombres de personnes les validations. Et donc là, quand il y a des écarts, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a un écart? Et donc, la fraude est une des hypothèses. Ça peut être un capteur qui ne marche pas. Et ça permet d'envoyer des équipes de contrôle pour être plus pertinentes. D'aller envoyer le contrôle au bon endroit. Exactement. Et de comparer, de voir est-ce que c'est... Et donc, justement, de voir ensuite l'impact du passage de contrôleurs sur... la baisse ou pas, ou la remise en adéquation entre les données de validation de billettique et de comptage. Yvan, j'ai plusieurs questions, puisque Jean-Benoît a bien exposé son projet. D'abord, qu'est-ce que vous avez à répondre aux DSI, aux managers qui ont peur d'aller mettre leurs données dans le cloud, ou alors qui sont convaincus qu'il faut aller mettre la donnée dans le cloud, mais leur board leur dit non, j'ai entendu à un dîner que... c'était pas bien d'aller mettre sa donnée dans le cloud. Il y a une vraie crainte finalement. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre, premièrement? Et deuxièmement, on a aussi toutes les problématiques internationales. Je sais qu'en préparant l'interview, Jean-Benoît me parlait de la localisation de l'Égypte, par exemple, où là, il y a une juridiction très spécifique, où les données doivent être sur le territoire. J'imagine que vous ne couvrez pas absolument tous les États dans le monde. Comment vous organisez ça? Alors, il y a deux questions. On va répondre à la première déjà. Une par une. Donc, la première... Alors, ce que je dis souvent, c'est si vous aviez donné une lampe électrique au Moyen-Âge à quelqu'un, vous auriez été brûlé parce qu'on ne comprenait pas la techno qui est derrière. Ouais. Aujourd'hui, ça vous paraît une évidence. Le cloud, aujourd'hui, c'est l'objet de beaucoup de fantasmes. Et donc, il y a une première partie qui est de l'éducation et démystifier la chose. Ça, c'est un point. La grande clé de Snowflake, c'est qu'on est extrêmement transparent sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça vient de la manière dont on a été généré. Nos patrons avaient fait 3 constats quand ils ont créé Snowflake. Le premier, c'était de dire... dans le monde de la data, plus personne ne peut avoir une infrastructure qui gère le pic d'activité du Black Friday ou d'une activité mondiale. Il faut quelque chose d'élastique. Il n'y a que dans le cloud qu'on trouve cette élasticité. Faisons dans le cloud. Le deuxième, c'est que le monde aujourd'hui, il est data vidéo, il est data son, il est data structuré, semi-structuré. Il faut un système qui gère tout ça. Et pour faire ça, il n'y a aucun moteur de base de données qui existe aujourd'hui qui le fait. Donc il faudra qu'on prenne nos courages à deux mains et qu'on réinvente tout de zéro. Et le troisième, c'était de dire, avec la data, va venir un pouvoir, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et il va y avoir des réglementations, il va y avoir des contraintes, et donc il faut, si on veut travailler avec tous les écosystèmes, la banque, l'assurance, l'armement, le gouvernement, le pharmaceutique, tous ces univers qui sont réticents au risque et qui sont très conscients de leurs responsabilités vis-à-vis des data, il faut qu'on soit plus sécurisé, que 60-80% plus sécurisés que ce qui sont de mieux au data center pour qu'ils nous écoutent. Et puis qui, pour beaucoup, pendant des années, se sont dit « je ne crois qu'à ce que j'ai dans mon placard et pas ailleurs ». Voilà. Donc Snowflake a été conçu secure by design, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fonctionnalité de sécurité qu'on peut désactiver. Nativement, c'est redondé. Donc par exemple, quand vous ingérez les données, elles sont répliquées sur 3 data centers distincts qui tournent en parallèle. Les données d'activité, elles sont répliquées 9 fois. De manière à ce que... Donc on a un système de haute disponibilité native. Entre 2 centres, vous avez des données à Francfort, vous avez des données à Amsterdam. En 15 minutes, vous faites un disaster recovery entre les 2 systèmes. Tout est encrypté par défaut et avec des clés de cryptage que le client possède. Donc il est le seul à avoir la main. Donc par exemple, dans le monde de l'assurance ou de la banque,
Si on a des problématiques vis-à-vis de la réglementation, eh bien en fait, la clé de cryptage, elle est possédée par le client. Donc ils ont l'assurance que ni le cloud provider, ni Snowflake, ni qui que ce soit d'externe ne peut accéder à la donnée. Et le dernier point, il est juridique. C'est qu'en fait, Snowflake, nous sommes, juridiquement parlant, un service provider. Donc c'est la différence par rapport à tout ce qu'on voit dans la presse. Nous n'avons aucun droit sur la donnée, à aucun moment. C'est-à-dire qu'on nous l'a confie à un instant T, on la met dans un système, on la rend telle qu'elle à la sortie, dans un délai qui est garanti. La réversibilité absolue, et on n'a aucun droit de l'exploiter sous une quelconque manière. Et c'est encrypté de manière à ce que dans nos systèmes, on ne puisse pas l'avoir. Si le client perd sa clé de cryptage, les données sont définitivement perdues. Nous n'y avons pas accès. Ok. Et la deuxième question, alors la localisation et le cadre juridique de chaque pays. Alors, on est une société naissante, on étudie, donc on croit. Donc, les trois éléments fondamentaux, c'est est-ce que dans le pays, il y a un cloud provider qui dispose d'un centre qui dispose d'un centre. On prenait le cas de l'Égypte, par exemple, dont Jean-Benoît... Alors, l'Égypte, on n'a pas encore de centre, on le traite depuis le Moyen-Orient aujourd'hui. D'accord. Donc là, on est en train de... Je vous dis comment ça marche. On regarde s'il y a un centre dans la région, soit dans le pays, soit dans la région autour, qui est compatible avec les réglementations locales. Deuxièmement, on regarde si ce centre il a l'infrastructure nécessaire pour pouvoir faire tourner Snowflake. Aujourd'hui, on voudrait faire tourner Snowflake en France. Ni Amazon ni Azure n'ont des mécanismes de sécurité interne suffisants. Et le troisième, on regarde le volume de demande et on priorise par rapport à ça. Donc on a ouvert par exemple un centre Google en Angleterre. On a ouvert un centre pour les données sécurisées en Suisse pour les données bancaires. Voilà. Et on continue à ouvrir et on continue aussi à étudier d'autres cloud providers. Donc là, on est dans le projet Gaia X pour l'Europe, on est en discussion avec, je ne peux pas donner les noms, mais on a aussi d'autres grands cloud providers en Asie, donc on continue à se développer et à étendre. Jean-Benoît, pour terminer, avant de passer aux questions, vos prochains projets, enjeux, rapidement. Un des prochains projets qu'on est en train d'entamer, c'est utiliser ce data lake pour des analyses de maintenance prédictive, et de croiser les données d'exploitation des véhicules, les données de la GMAO, donc des outils de gestion de maintenance, des outils d'IoT qu'on va installer dans des véhicules, de croiser, de produire les dashboards associés à la maintenance prédictive, et voilà. Côté Snowflake, les prochains grands enjeux qui vous animent? Bien servir RATP Dev et nos clients. Notre gros enjeu, c'est le data cloud. Donc, on en a parlé. Une fois que nos clients ils ont l'usage des données, la prochaine étape, c'est soit ils peuvent créer ce qui s'appelle un data exchange. Ils peuvent échanger les données avec les partenaires, voire même on gêne une marketplace mondiale dans laquelle les clients peuvent poster leurs jeux de données. Et ensuite, tous les autres clients de l'univers Snowflake peuvent accéder à ces jeux de données. Donc, on fait la mise en relation entre les clients et ils peuvent l'échanger. J'ai entendu, par exemple, qu'il y avait JC2Co. Un grand client, nous, c'est Monoprix. Monoprix a installé des panneaux JC2Co à l'intérieur. Il y a des demandes de Monoprix pour dire, OK, est-ce qu'on ne pourrait pas échanger nos données de manière industrielle, sécurisée et dans la monétisation pour accélérer tout ce qui va être connaissance omnicanal. Donc, on a un client qui gère toutes les données de tous les véhicules en France, avec qui on travaille pour les partager avec les assureurs, pour voir dans quelle mesure ils peuvent accélérer la diffusion de leurs jeux de données. Donc nous, c'est l'accélération des échanges entre les clients sur les jeux de données. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à ce workshop sur le thème, ce retour d'expérience, comment RATP Dev centralise les données de plus de 100 filiales à travers le monde pour gagner en performance et en agilité. Et merci Jean-Benoît Papineau, je rappelle que vous êtes CIO de RATP Dev. Et merci Yvan Smets, vous êtes Régional Directeur France chez Snowflake.